Ferme les yeux une seconde et visualise deux chasseurs côte à côte sur une piste. À gauche, un appareil français qui porte le nom de Rafale. À droite, un appareil russe qui s'appelle Su-57. Maintenant, si je t'annonce qu'en ce moment même cet avion russe que l'Algérie vient officiellement de recevoir écrase le fleuron tricolore sur absolument tous les paramètres, ce qui décide aujourd'hui de l'issue d'un duel aérien, ta première réaction va être de lever les yeux au ciel. Tu vas penser que je force le trait, que je roule pour un camp, que je cherche simplement à faire plaisir au public algérien qui nous suit. Très bien, alors voilà ce qu'on va faire ensemble. Je vais poser les données devant toi une à une avec la froideur d'un comptable. Et quand cette vidéo se terminera, tu auras compris une chose, pourquoi le locataire de l'Élysée remue ciel et terre pour que ces informations n'atteignent jamais les oreilles du citoyen français. Pourquoi les talk-shows parisiens contournent ce dossier avec une prudence presque militaire? Et pourquoi dès qu'un analyste militaire tente d'aborder le sujet à l'antenne, son micro est coupé net? La réponse est brutale. La France a déjà perdu la bataille des chasseurs de nouvelle génération et c'est l'Algérie qui vient de ramasser la mise. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une requête. Indique-moi en commentaire le pays depuis lequel tu me suis à cet instant. Est-ce que tu écris depuis Alger, depuis Oran, depuis Constantine Annaba ou Béchar? Est-ce que tu es à Paris, Marseille ou Lyon? Peut-être Bruxelles, Montréal, Berlin, Londres, Abu Dhabi, Madrid, Rome. Dis-le-moi parce que chaque Algérien de la diaspora, où qu'il se trouve, a le droit de recevoir cette analyse. Et ta localisation m'intéresse. Si tu débarques sur cette chaîne pour la première fois, clique sur l'icône d'abonnement dès maintenant. Ici, il n'y a ni slogan ni drapeau qu'on agite pour faire du clic. Ici, on prend le relais quand la presse française refuse de faire son boulot. On dépose les statistiques sur la table et on laisse la réalité parler toute seule. Prenons les choses à la racine parce que la genèse de ces deux machines raconte déjà tout. Du côté français, le Rafale est sorti des ateliers de Dassault Aviation. Date de son vol inaugural 1986. Tu as bien lu. 1986. Sa mise en service active ne remonte qu'à 2001, ce qui revient à dire que tout son ADN a été pensé sous Mitterrand à un moment de l'histoire où les stratèges étaient incapables d'imaginer à quoi ressemblerait un affrontement aérien au 21e siècle. Dans le jargon des spécialistes, le Rafale est classé génération 4+, pas 5, 4 avec quelques retouches. Et ça change tout parce qu'à l'échelle planétaire, séparer une 4e génération d'une 5e génération, c'est comme comparer une vieille Clio de ville à une Tesla dernier cri. Elles avancent toutes les deux, mais elles ne vivent pas dans la même dimension. Côté russe maintenant, le Su-57, produit par Sukhoi, a effectué son baptême de l'air en 2010. 24 années de décalage avec le Rafale. Son déploiement opérationnel a été officialisé en 2020. Et contrairement à son concurrent français, il appartient véritablement pleinement à la 5e génération. Furtivité native, combat collaboratif en réseau, compatibilité avec les missiles hypersoniques, capacité à manœuvrer dans des zones saturées par les radars les plus sophistiqués de la planète, tout ça, c'est dans son cahier des charges depuis la première esquisse. Tu saisis le contraste. Le Rafale a été pensé pour un affrontement du siècle dernier. Le Su-57 a été sculpté pour celui qui s'annonce. Attaquons maintenant le chapitre de la furtivité, et c'est le critère qui domine tous les autres dans une confrontation aérienne contemporaine. La furtivité, autrement dit, c'est l'art pour un appareil de rester invisible aux yeux des radars adverses. Un chasseur furtif, c'est un prédateur qui s'infiltre, qui frappe et qui disparaît avant même que sa cible ait eu le temps de réaliser qu'elle était visée. Dans le ciel, c'est l'équivalent exact du tueur qui ne fait aucun bruit. Et le Rafale, ce n'est pas un avion furtif, point final. Ce qu'il possède, c'est une furtivité dite passive, quelques lignes adoucies par-ci par-là, quelques angles arrondis pour grignoter un peu la signature radar, mais ça n'a rien à voir avec de la vraie furtivité. Les concepteurs français eux-mêmes le reconnaissent quand on les coince dans un entretien honnête. Sa surface équivalente radar tourne autour d'1 mètre carré. Traduction, n'importe quel radar militaire digne de ce nom peut l'accrocher à des centaines de kilomètres de distance sans forcer. Pour le Su-57, les chiffres disponibles parlent d'une signature frontale comprise entre 0,1 et 0,5 mètres carrés selon les estimations, soit 10 à 20 fois inférieure à celle du Rafale. Imagine un instant d'un côté, tu repères un camion, à l'horizon de l'autre, tu cherches à localiser une mouche à plusieurs centaines de kilomètres avec un scope militaire. Et pose-toi maintenant la bonne question. Dans un engagement aérien moderne, la règle est limpide, celui qui détecte le premier l'emporte.
C'est une loi, pas une opinion. Qui voit en premier tire en premier et qui tire en premier rentre dîner chez lui. Portée de détection, le Su-57 verrouille le Rafale à 500 bornes. Le Rafale, lui, n'aperçoit son adversaire qu'à 100 km, voire moins. Fais toi-même le calcul. Enchaînons sur l'armement et là, l'écart devient presque gênant. Le Rafale embarque le missile Météor, un RR longue portée conçu par MBDA, ce consortium pan-européen. Portée estimée du Météor, environ 200 km. C'est un excellent missile, je ne vais pas dire le contraire. Dans l'univers occidental, il figure clairement sur le podium de sa catégorie. Aucun analyste sérieux ne le remet en cause. Seulement voilà, le Su-57 dispose du R-37M, un missile RR de fabrication russe. Sa portée? Les estimations oscillent entre 300 et 400 km et certaines versions récentes grimpent jusqu'à 600 km. Minimum le double du Météor. Ajoute à ça que le Su-57 est capable d'emporter des missiles hypersoniques Kinzhal Engine qui filent à Mach 10. Le Rafale, lui, ne dispose d'aucune capacité hypersonique. Point barre. Cette génération d'armement n'existe tout simplement pas dans les stocks français. Faisons le bilan maintenant. Le Su-57 détecte son rival avant d'être détecté. Le Su-57 déclenche le tir avant son rival. Le projectile du Su-57 parcourt au bas mot le double de la distance de celui du Rafale et par moment à 10 fois la vitesse du son. Résultat des courses, dans ce genre de configuration, le Rafale n'a aucune chance. Il n'y a même plus de combat à proprement parler, c'est une mise à mort dans le ciel. Arrive alors la question qui change tout combien coûtent ces deux bêtes, parce que la puissance militaire, ça ne se résume pas à une fiche technique. Il y a aussi le prix, il y a la capacité de produire en série, il y a la possibilité d'équiper une flotte entière sans étrangler ton économie nationale. Un Rafale neuf sortant d'usine, tu le payes environ 50 millions de dollars et c'est sans l'armement embarqué, sans l'entraînement des pilotes, sans les infrastructures d'accueil. Le contrat indien d'avril 2025, celui qui porte sur 26 Rafale version marine, s'est chiffré à 7 milliards 200 millions de dollars. Divise et tu obtiens un prix unitaire global approchant les 300 millions de dollars par appareil. 300 millions pour un 4+, dessiné dans les années 80. Du côté du Su-57 version export, celui qui vient d'atterrir sur les bases algériennes, les estimations le situent entre 35 et 50 millions de dollars l'unité, 35 à 50 millions pour un authentique chasseur de 5e génération réellement furtif pensé pour les conflits à venir, compatible hypersonique et doté d'une allonge radar qui ridiculise celle du Rafale. Sors la calculette avec moi. Le budget d'un seul Rafale te permet d'acquérir entre 3 et 5 Su-57. On parle de 3 à 5 chasseurs dernière génération pour le prix d'un seul appareil de génération intermédiaire. Les mathématiques ne mentent pas, c'est sans appel et c'est précisément le raisonnement qu'a tenu Alger. L'Algérie a opté pour la technologie pour le ratio performance-prix pour l'horizon à venir. Pendant que des nations comme la Grèce, l'Égypte, l'Indonésie ou encore les Émirats se saignent financièrement pour s'offrir du Rafale. Prends 2 secondes pour mesurer ce que ça veut dire parce que c'est capital. Ce qu'a fait l'Algérie relève du coût stratégique de haute volée. Elle n'a pas couru derrière une mode. Elle n'a pas plié devant la pression de Washington. Elle a tenu tête au lobbying français qui fait la tournée des ministères étrangers pour placer ses Rafales. Elle a examiné les données, étudié la technologie. Et elle a sélectionné ce qui fonctionne vraiment, ce qui tient de la durée, ce qui glace le sang de ses ennemis potentiels. Et si tu regardes cette vidéo maintenant sans avoir encore cliqué sur l'abonnement, c'est le moment. Parce que ce type d'analyse, tu ne le dénicheras nulle part ailleurs. Surtout pas dans la presse hexagonale qui a pour mission de couvrir son industrie d'armement. Pas davantage dans les médias arabes sous perfusion financière des monarchies du Golfe. Encore moins dans les rédactions occidentales dont la ligne éditoriale anti-russe est une évidence. Tu les trouves ici sur cette chaîne parce qu'ici, on te sert la matière brute sans édulcorant. Passons à présent au contexte opérationnel parce que comparer 2 chasseurs dans l'abstrait, c'est une chose, mais les replacer dans leur terrain de jeu réel, c'est une toute autre affaire. Où vole le Rafale aujourd'hui? En Europe, principalement au Sahel, dans le cadre de Barkhane et au Proche-Orient ponctuellement. Sur ces théâtres, ses adversaires sont majoritairement équipés d'appareils de 3e ou 4e génération des MiG-29 vieillissants des Mirage 2000,
de l'ancien temps des F-16 première série. Dans ce décor-là, effectivement, le Rafale domine. C'est une vérité factuelle, personne ne la discute. Seulement, voilà, l'Algérie n'est pas le Sahel. C'est la plus vaste nation du continent africain en superficie avec une façade maritime ouverte sur la Méditerranée. Et en face, qu'a-t-elle? Les marines de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord des puissances, comme l'Espagne, l'Italie et la France elle-même. Dans ce cadre-là, l'étalon de comparaison n'est plus le Rafale. L'étalon, c'est le F-35 américain. Et face à un F-35, le Su-57 est littéralement le seul appareil non américain conçu à dessein pour pouvoir croiser le fer. Le Rafale, lui, face à un F-35, est dépassé. Les exercices interalliés l'ont prouvé, les simulations le confirment à chaque itération. Un Rafale contre un F-35, ça revient à faire monter sur le ring un boxeur qui aurait une main ligotée dans le dos. Donc, lorsque l'Algérie opte pour le Su-57, ce n'est pas simplement un avion qu'elle sélectionne, c'est une doctrine militaire entière qu'elle adopte. Une doctrine qui affirme « Mes menaces ne viendront pas de pays sahéliens. Mes menaces viendront de puissances technologiquement avancées. Et pour faire face à des puissances avancées, il me faut l'équipement de tout premier rang. Pas le deuxième choix, pas le troisième. Le premier. Et voici le détail qui va t'arracher un sourire au moment où je te parle. L'Algérie est l'unique nation du continent africain et l'une des très rares nations arabes à aligner un chasseur de 5e génération dans sa flotte. Ni le Maroc, ni l'Égypte, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats. L'Algérie, seule. Les Émirats, s'ils en rêvent des F-35. Et d'ailleurs, ils ont essayé. Mais Washington leur a claqué la porte au nez officiellement pour des raisons liées à la protection des données sensibles officieusement pour des motifs plus complexes. Le contrat est enterré depuis 2021. Depuis Abu Dhabi sanglote dans les coulisses, ils épluchent les alternatives, ils ne trouvent rien de consistant. L'Arabie Saoudite est la ligne des F-15, un appareil dont la conception remonte à un demi-siècle. Elle possède aussi des Eurofighters, mais rien qui s'apparente à de la 5e génération. Les F-35. Les Saoudiens les réclament depuis des années. Washington continue de refuser pour les mêmes raisons invoquées dans le dossier émirati. L'Égypte, de son côté, a tenté de se procurer des Su-35, un appareil russe de génération 4+. Le département d'État américain a immédiatement agité le bâton des sanctions économiques à l'adresse du Caire. Résultat, l'Égypte a abandonné la partie. Pas de Su-35 dans son arsenal et pas de 5e génération à l'horizon, tant que l'autorisation tacite de Washington fera défaut. Et l'Algérie, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a répondu? Sa réponse a tenu en une phrase « Vos sanctions américaines, vous pouvez les encadrer. Nous, on règle en liquide, on choisit librement notre fournisseur et on sélectionne ce qui se fait de mieux sur le marché. » Et personne, je dis bien personne, n'a osé brandir de menaces directes contre Alger. Pour une raison simple, Alger dispose de ce que les Émirats, les Saoudiens et les Égyptiens n'ont jamais eu. Une autonomie économique authentique, une dette extérieure proche du zéro, des réserves de change qui ne dépendent de la clémence d'aucune banque occidentale. Voilà ce qu'est la souveraineté réelle, pas les effets de manche, pas les discours enflammés, pas les slogans. Ce sont les décisions concrètes, celles qui se règlent en dollars, en euros, en roubles si besoin. Et ce genre de décision, aucun autre pays de la zone n'a été capable de la prendre. Je veux maintenant te soumettre une question et je veux que tu y répondes sérieusement dans les commentaires, pas juste pour faire de la figuration parce que ton avis compte vraiment. Avant de tomber sur cette vidéo, savais-tu que le Su-57 domine techniquement le Rafale sur la quasi-totalité des indicateurs? Dis-le-moi sans filtre, oui ou non. Et si ta réponse est non, pose-toi la question suivante. Qui avait intérêt à te maintenir dans l'ignorance de cette information? Interroge-toi sur la raison pour laquelle les rédactions françaises qui consacrent des heures d'antenne à la géopolitique et à l'armement ne mettent jamais ces deux appareils côte à côte dans un tableau comparatif. La réponse, au fond, tu la devines déjà. Parce que la presse française, peu importe qu'elle penche à bâbord ou à tribord, traîne un blocage culturel qui remonte à loin. Elle est incapable de concevoir l'idée que la France puisse être à la traîne. Elle est incapable d'admettre qu'une nation arabe, qu'une nation africaine ait pu effectuer un meilleur arbitrage technologique que la France elle-même. Elle est incapable de digérer que Dassault, ce joyau industriel tricolore, ait pu se faire dépasser sur le plan technologique par Sukhoi, un avionneur russe que l'Occident tournait en ridicule pendant des décennies. Alors que fait-elle? Elle se mure dans le silence. Ou elle ment par omission.
où elle relativise avec des arguments fumeux sur la prétendue fiabilité chancelante du matériel russe, comme si la fiabilité pouvait sérieusement poser question lorsque tu as vu des Su-57 russes conduire des opérations en Syrie pendant 5 années consécutives, sans le moindre incident majeur, pendant que des Rafales français cumulaient plus de pépins en Libye et au Mali que la presse hexagonale n'a eu le courage d'en révéler. Et maintenant, amuse-toi à imaginer la scène avec moi. Un Rafale sous cocarde algérienne, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais prenons 2 minutes pour imaginer que Paris ait donné son feu vert à une telle vente à Alger, disons, il y a une décennie. Quelle somme l'Algérie aurait-elle été contrainte de sortir? Quelles conditions politiques déguisées lui auraient été imposées en contrepartie? Sur la question du Sahara occidental, sur la reconnaissance officielle de la guerre d'indépendance, sur la posture à tenir face au Maroc. Jamais la France n'aurait signé sans monnayer quelque chose en retour. Parce que c'est exactement ça, acheter français. Ce que tu acquiers, ce n'est pas un chasseur, c'est une laisse. Alger a refusé d'enfiler cette laisse. Alger s'est tourné vers Moscou. Et aujourd'hui, elle dispose d'un appareil que la France n'a pas dans son inventaire, qu'elle n'aura jamais, parce que dans cette course-là, la France n'est pas positionnée dans le bon camp. La France appartient au camp des vaincus, au camp des puissances, qui assistent au défilé du XXIe siècle sans même saisir ce qui est en train de se jouer sous leurs yeux. Abordons à présent la question du pilotage, parce que tu peux avoir le meilleur chasseur de la planète sans pilote digne de ce nom dans le cockpit, ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est justement l'argument que certains fidèles du Rafale sortent du chapeau dès qu'on les pousse dans le coin. Ils te rétorquent « D'accord, techniquement le Su-57 a l'avantage, mais les pilotes algériens n'ont pas la carrure d'expérience des pilotes français. » Cette affirmation est fausse et voilà pourquoi. Les pilotes algériens sont entraînés depuis des années sur le Su-30. Ce Su-30 constitue la colonne vertébrale actuelle de l'aviation de combat algérienne. C'est un appareil russe dont la philosophie opérationnelle est extrêmement proche de celle du Su-57. Pour un pilote algérien, basculer du Su-30 vers le Su-57 représente une transition nettement plus naturelle que ne le serait pour un pilote français, le passage vers un appareil russe qu'il n'a jamais touché de sa vie. En complément, la Russie assure directement la formation des pilotes algériens. Des sessions d'entraînement sont organisées en territoire russe. Des instructeurs russes se déplacent en Algérie. Des exercices conjoints se tiennent régulièrement. On ne parle pas d'un chasseur qu'on aurait garé sur un tarmac avant de s'en désintéresser. On parle d'un transfert complet, à la fois de technologie et de savoir-faire. Pendant ce temps, côté français, qu'est-ce qu'on forme? Des pilotes qui volent sur des Rafales lesquels doivent obligatoirement être écoulés à l'étranger pour équilibrer les comptes de production. Parce que Dassault, derrière tous ces éléments de langage, survit entièrement grâce à sa clientèle d'exportation. Retire l'Inde, retire l'Égypte, retire les Émirats, retire la Grèce de l'équation. Et Dassault met de la clé sous la porte. Le Rafale n'a rien d'un chasseur véritablement souverain. C'est un produit commercial maquillé en fleuron stratégique. Prends une seconde souffle. Et si cette analyse résonne chez toi, si tu as le sentiment d'apprendre quelque chose en m'écoutant, j'ai une toute petite requête à te formuler. Mets un like à cette vidéo sérieusement, clique sur le pouce levé. Ça te coûte 2 secondes et ça change énormément les choses parce que chaque like, c'est un message adressé à l'algorithme de YouTube lui disant que ce contenu a une valeur. Et plus cette vidéo trouvera son audience, plus d'Algériens saisiront pourquoi leur pays a tranché dans la bonne direction. Plus de voix dans le monde arabe comprendront qu'il est possible de dire non à l'Occident et de tracer sa propre route. Ton like, c'est une arme entre tes mains sertant. Venons-en maintenant à une objection que je sais pertinemment que certains d'entre vous tiennent prête en tête. Je m'attends à lire dans les commentaires « Oui, sauf que le Rafale lui a un vrai vécu au combat. Le Su-57, il reste théorique. Le Rafale est éprouvé sur le terrain. » Cet argument, lui aussi, ne tient pas la route. Voyons les faits. Le Su-57 a été déployé en Syrie et il a effectué des missions opérationnelles bien réelles, missions de reconnaissance, missions de supériorité aérienne, missions de frappe au sol. Il a manœuvré dans un environnement ouvertement hostile avec des systèmes de défense antiaérienne turcs et américains actifs dans la zone. Il a été soumis à l'épreuve du feu, il a été validé. Il n'a rien de théorique, il est pleinement opérationnel. Et plus récemment encore, dans le cadre du conflit ukrainien, le Su-57 a été engagé pour mener des frappes à longue distance à l'aide de missiles de croisière. Les analystes militaires occidentaux eux-mêmes ont fini par reconnaître qu'aucun Su-57 n'a été abattu dans ce théâtre d'opération.
Et ce malgré l'intensité des affrontements, malgré la densité sans précédent des moyens antiaériens, malgré les milliards d'euros d'aide militaire occidentale déversés sur Kiev. Et le Rafale, lui, il a combattu où au juste en Libye en 2011 contre une armée libyenne en ruine, désorganisée, privée de tout système antiaérien moderne. Au Mali contre des groupes armés djihadistes dépourvus de radars de missiles et de tout armement, un tant soit peu sophistiqué. Ça ne rentre pas dans la case du véritable combat aérien, ça rentre dans la case du bombardement de positions incapable de riposter. Et le Rafale, dans toute son histoire, n'a jamais croisé le fer avec un adversaire équipé d'un vrai radar contemporain. Pas une seule fois. L'argument selon lequel le Rafale serait rodé au combat ne tient donc pas debout. Il est rodé contre des cibles condamnées à encaisser sans broncher. Face à des cibles qui ripostent, on n'en sait rien du tout. Et c'est précisément là que se loge toute la différence. Tirons la conclusion. Ce que cette mise en parallèle entre le Rafale et le Su-57 révèle, ce n'est pas uniquement une affaire d'appareils volants. C'est la confrontation de deux philosophies, de deux façons d'appréhender le monde, de deux lectures du XXIe siècle. La France, elle a décidé de vendre, de commercer, de transformer son armement en marchandise d'exportation pour maintenir à flot son tissu industriel. Elle a fait du Rafale un outil de marketing habilement costumé en emblème de souveraineté. Et le résultat, le voilà, un chasseur technologiquement en retard, facturé trop cher, tributaire de commandes étrangères, pour exister et incapable de tenir tête aux technologies de 5e génération qui dessinent le visage du combat aérien de demain. L'Algérie, elle a opté pour une approche d'acheteur intelligent, ne se ranger dans aucun bloc sélectionné, ce qui se fait de mieux. Là où cela se trouve, refuser en bloc les clauses politiques dissimulées qui accompagnent systématiquement les achats auprès des pays occidentaux. Le résultat, une force aérienne dotée aujourd'hui de capacités qu'aucun autre État africain ou arabe ne possède. Une force aérienne qui glace les voisins, qui fait hésiter les adversaires et qui protège le pays sans même avoir besoin de lever le petit doigt. Voilà à quoi ressemble la vraie souveraineté militaire. Ce n'est pas dans les défilés grandioses qu'elle se manifeste, ce n'est pas dans les discours enflammés. Ce sont les décisions discrètes prises à l'abri des projecteurs qui offrent à une nation son indépendance totale face à n'importe quelle forme de chantage. Alors maintenant, dis-moi dans les commentaires, j'ai 3 demandes à te soumettre. Numéro 1, indique-moi le pays depuis lequel tu me suis en ce moment, Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Maroc, Tunisie. Précise ta ville si ça te tente parce que je parcours chaque commentaire et chaque drapeau que je vois défiler me touche vraiment. Numéro 2, réponse à cette interrogation, selon toi, quel est le critère le plus frappant du Su-57 face au Rafale, la furtivité, le prix, la portée des missiles, l'indépendance politique qu'il confère à l'Algérie. Dis-moi lequel t'impressionne le plus. Numéro 3, si cette analyse t'a apporté une matière utile, diffuse-la. Transmette-la à un cousin, à un pote, à un oncle. Envoie-la à un Algérien qui doute, qui s'est convaincu que son pays accuse du retard. Mette-lui ces chiffres sous les yeux et observe l'expression de son visage basculer. Parce que la vraie bataille, elle ne se joue pas dans les airs, elle se joue dans les esprits. Elle se joue dans la manière dont on se regarde soi-même. Elle se joue dans la confiance qu'on accorde à son propre pays. Et tant qu'il existera des chaînes comme celle-ci, tant qu'il existera des Algériens décidés à relayer la vérité, la France, avec ou sans son Rafale, restera en position défavorable parce que la vérité détient un pouvoir qu'aucun de ses chasseurs ne pourra jamais rattraper. Dans la prochaine vidéo, on ira gratter encore plus profond. On parlera du chef d'état-major algérien et de ses récents déplacements à Moscou, parce que derrière ces visites, il y a des contrats en train de se signer. Et derrière ces contrats, c'est une alliance militaire qui se dessine, une alliance qui va donner des sueurs froides à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans les années à venir. Tu ne voudrais pas manquer ça, pas vrai? Tu ne voudrais pas manquer ça, pas vrai? Tu ne voudrais pas manquer